c'est dans cette période d'observation que j'ai vu des hommes qui n'étaient pas en uniforme venir ramasser les corps. Personnellement, ils m'ont traîné à terre par mes pieds. Ils m'ont jeté dans le véhicule, croyant que j'étais mort. Par la suite, ils ont jeté d'autres corps sur moi. J'ai tout accepté pour ma survie. Le camion dans lequel je me trouvais était bâché et je ne voyais pas ce qui se passait à l'extérieur. Mais comme certains corps étaient sur moi, j'ai profité du moment de notre départ du stade et des secousses de la route pour me mettre au-dessus des tas de corps dans lesquels je me trouvais. Ainsi, nous avons été conduits je ne sais où. Je précise que le camion démarrait et s'arrêtait sans cesse jusqu'à notre arrivée. Parce que les coups de fil étaient là. Vous êtes où? Venez. Il faisait nuit et je ne connaissais pas dans quel quartier nous étions. Le camion s'est arrêté à côté d'un grand trou creusé dans la terre. Je précise que tous ces corps ont été mis dans cette fosse. Au moment du débarquement, un militaire a éclairé l'intérieur du camion et m'a vu éveillé. Sans dire mot, j'ai levé la main pour demander pardon. C'était un béret rouge qui était monté dans le camion pour débarquer les corps. Après m'avoir découvert, les militaires ont discuté. Certains voulaient que l'on m'enterre vivant et d'autres ont souhaité que je sois reconduit au camp Al-Fayr. Finalement, ils ont accepté tous de me ramener au camp. J'y suis resté 5 jours durant et j'étais couvert du sang des cadavres qui étaient dans le camion avec moi. Comme ils m'interrogeaient pour savoir si j'étais capable de raconter mon histoire, je faisais le fou pour me sauver. Pendant ce temps, certains militaires me frappaient, d'autres m'insultaient et j'acceptais tout en faisant croire que j'avais perdu la tête. Ils m'ont cru fou et par la suite, ils m'ont jeté derrière la cour du camp. C'est là que j'ai interpellé un passant qui m'a aidé d'aller dans une famille voisine du camp pour me laver et me donner des habits. Le lendemain, j'ai communiqué le numéro de mon frère à la famille qui m'avait hébergé et ce dernier est venu me chercher. Voici quelqu'un qui a vécu les faits. Sur une question de son conseil, il répondait « Oui, j'étais avec d'autres personnes dans le violon. Nous étions battus tous les jours par les bérets rouges. Nous avons été torturés. Notre crâne a été rasé forme croix sur la tête. » Monsieur le Président, lui, il a vécu les faits. Il a vu la mort. Il a vu la mort venir. Il s'est protégé sous les cadavres. Il a été transporté dans le même camion que les cadavres. Et il a vu comment les gens ont été déversés dans ce trou. Et il fallait faire le fou pour être sauvé, Monsieur le Président. Et comme il a dit, le camion était bâché, il ne pouvait pas savoir à quel endroit de Conakry il était. Lui, c'est un témoin vivant, Monsieur le Président. C'est pourquoi vous avez un lourd fardeau, mon capitaine, sur la tête. Un lourd fardeau. À l'audience du 9 octobre 2023, j'avais raconté ça, les 84 corps ensevelis au cimetière du Koza, selon Mouktarba. Madame Traoré aussi, les 250 corps, les 250 corps par camion, où 4 camions ont été chargés, j'avais raconté ça. Mamadou Ali Fofana aussi, qui a constaté le chargement des corps à la morgue de Ignace Dine ici pendant 40 minutes,
Je ne reviens pas là-dessus. Les 157 corps relatés par le colonel Oumar Sano, chef d'état-major général des armées, j'en ai suffisamment parlé. Donc, Monsieur le Président, les 2652 corps plus le camion plein et les 3 autres camions, non, la pick-up pleine, j'allais dire, dont j'ignore le contenu, les partis civils réclament ces corps-là au capitaine Moussa Dadis Camara. Où sont ces corps, mon capitaine? Dites-nous où sont ces corps. Nous avons besoin au moins de les retrouver pour prier sur eux afin de les enterrer dignement. Ou aller au moins prier sur leurs dépouilles mortelles. Au moins, nous avons besoin de connaître l'endroit où se trouvent tous ces corps. Donc, nous les réclamons au capitaine Moussa Dadis Camara et au colonel Ablaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque. Complicité de coups et blessures. Selon M. Mamadou Baïlo So, staffeur, suivant le PV d'audition de partie civile, Côte 1056, en date du 10 septembre 2012, lui également, il a raconté, j'avais déjà parlé de lui, son arrestation au stade du 28 septembre, son embarquement dans une pick-up jusqu'à l'écho numéro 1. Et il a précisé que lui et ses compatriotes ont été battus de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry jusqu'à l'écho numéro 1. Inutile de revenir là-dessus. Donc, Monsieur le Président, en ce qui concerne la complicité de coups et blessures, j'en ai suffisamment parlé des victimes de coups et blessures volontaires ici. Je suppose que le capitaine Moussa Dadis Camara, étant le commandant en chef des forces armées à l'époque, le commandant du régiment de la garde présidentielle, le responsable de la garde présidentielle et l'ordonnateur principal à tous ces hommes qui sont allés commettre ces coups et blessures volontaires. Les viols également qui ont été commis au stade par ces bérets rouges, ces gendarmes, ces policiers. Là également, je mets ça sur la tête du capitaine Moussa Dadis Camara comme étant complice, sans vouloir revenir sur tous ces PV-là, parce que le monde m'attend. Ensuite, Monsieur le Président, vous verrez que il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts, beaucoup de femmes violées, beaucoup de personnes torturées, tout ça sur les ordres du capitaine Moussa Dadis Camara. Bref, vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à la barre, le capitaine Moussa Dadis Camara, en sa qualité de président de la République, commandant en chef des forces armées, responsable de la garde présidentielle, commandant du régiment présidentiel, garant de la sécurité de tous les Guinéens, n'ayant pas arrêté le massacre, n'ayant pas fait arrêter les suspects après le massacre et n'ayant non plus fourni la liste de ceux qui ont participé à la préparation, la planification, la fourniture des moyens et à l'exécution du massacre, s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle dans la commission de dites infractions. Il s'agit, entre autres, de complicité d'assassinat, complicité de coups et blessures volontaires par arme à feu, complicité de coups et blessures volontaires par arme blanche, complicité de torture,
complicité de viols collectifs et esclavage sexuel, complicité de destruction d'organes humains, complicité de séquestration, complicité de dissimulation de corps, complicité de pillage, destruction de biens mobiliers et vol, complicité enfin de traitements inhumains et dégradants. Toutes ces infractions, Monsieur le Président, relèvent des crimes contre l'humanité. Est-ce que c'est cette question qu'on doit poser? Cette question n'a pas lieu d'être. Sous les raisons de la présence du colonel lui-même et de ses agents, ces questions sont revenues plusieurs fois dans ce procès. On a souvent entendu que le colonel était au stade avec ses hommes, alors qu'il n'était pas chargé du maintien d'ordre. Avant les événements du 28 septembre 2009, les services spéciaux organisaient des patrouilles diurnes et nocturnes et s'occupaient également de la surveillance et de l'encadrement des manifestations dans le but de dissuader des bandits. En ce moment, personne n'avait rien dit. Le procureur n'a pas poursuivi le colonel. Il n'a pas poursuivi le colonel Blaise Goumou, Ibrahima Kamara Kalonzo, Sori Kondé, Farimba Kamara. Personne n'a été poursuivi en ce moment. La seule présence du colonel au stade n'est pas un crime. Avançons. Les services spéciaux étaient là pour empêcher les loupards de commettre l'irréparable. Je vous donnerai la preuve tout à l'heure. Des témoins directs, non bavards cette fois-ci, se sont exprimés sur cette question. Dans l'un des éléments sonores, on a écouté, il y a des éléments sonores qui figurent au dossier. Le général Ibrahima Baldé, que j'appelle affectueusement l'expert en sécurité et défense, mais c'est un expert. Ah oui, c'est un expert. Ancien chef d'état-major de la gendarmerie, il a été très clair. Il a été très... C'est ici que je l'ai découvert. Mais un cadre, mais rompu à la tâche. Il dit, face à certains mouvements de foule, je reprends ses propos, les agents des services spéciaux peuvent avoir des renseignements qui nécessitent leur intervention. Mais qui peut mieux parler que lui? Non, personne. C'est un spécialiste de l'affaire. Il continue. Il joue un rôle complémentaire avec la gendarmerie. Mais ces gendarmes-là, ces gendarmes qui étaient aux services spéciaux, ces gendarmes sont détachés. C'est des gendarmes ordinaires de la Guinée. Ils ne sont pas venus d'ailleurs. Ce n'est pas une force spéciale. Ils sont détachés. On a dit, bon, venez, le colonel a dit, voilà, sur la base des critères bien déterminés, venez travailler avec moi ici. Et le général lui-même, celui qui a signé, allez-y. Il a dit, en Guinée, tous les mouvements de foule sont liés au banditisme. Mais ça, c'est très clair. Tous les mouvements, il dit tout. Il a été très clair. Il dit, je suis formel. Tous les mouvements de foule sont liés au banditisme. Mais qu'est-ce qui va... Est-ce que la question de leur présence va se poser maintenant? Selon lui, le général toujours, il est important, pour justifier l'intervention des services spéciaux, de comprendre la sociologie criminelle. Non, ce cadre-là. Les gens qui sont payés à plus de 2 millions pour casser. Mais il le dit en toute connaissance de cause, il a des preuves. C'est un expérimenté, rompu à la tâche. 2 millions, payés à 2 millions pour casser. Les gens viennent avouer devant lui. Mais quand il y a des manifestations, que des gens n'aillent pas protéger les citoyens, on se demande, est-ce qu'on pouvait trouver des grands bandits au stade du 28 septembre? Pour ce spécialiste du maintien d'ordre, le général Baldé, il y a un cartel criminel en Guinée. Mais il dit qu'il a un cartel criminel en Guinée. Et voilà, il a tout dit. Est-ce qu'on doit se poser maintenant la question relative à la nécessité de leur présence au stade ce jour? Non.
il est encore utile, ce général, pour la professionnalisation des métiers de défense et de sécurité en République de Guinée. Il y a eu un autre débat que le général Baldé a dit que c'est le capitaine Tchebro, en tant que ministre d'État, qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Mais là aussi, il a été clair. Et ça, c'est clair. C'est normal qu'il le dise. Puisqu'il a voulu dire simplement, il a dit que les gendarmes qui étaient aux services spéciaux relevaient administrativement de colonel Moussa Tchebro Kama. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas contesté. Mais au stade, qui a vu le colonel donner des ordres à un des éléments des services spéciaux, qui l'a entendu, personne ne l'a dit ici, en tout cas dans les débats. Personne. Mais comme on est spécialiste de l'invention des faits, on peut avoir des spéculations là-dessus jusqu'à demain, mais personne ne l'a dit ici. Qu'il a donné des instructions à Blaise, Goumou, ou qu'il a donné des instructions à Kalonzo qui n'était même pas au stade, ou qu'il a donné des instructions à Farimba Kamara, ou qu'il a donné des instructions à Sori Kondé. Il faut prouver. Donc, cela est très simple. C'est pour dire que les gendarmes détachés au niveau des services spéciaux, ces gendarmes étaient détachés, mais pas au stade. Il a été même clair, il a été très clair ici. Il dit comment est-ce qu'on peut savoir exactement, on peut imaginer la question que les juges d'instruction lui ont posée. Qui peut imaginer la question? Et la réponse est là. Donc, revoyez bien sa déposition pour éviter des transformations. Comment peut-il soutenir que ces ordres étaient donnés au stade alors qu'il n'a même pas vu le colonel au stade? Lui, il n'a pas vu le colonel au stade. Ouais, on a encore les faits, on revient toujours aux faits. Et lui, il dit qu'il ne l'a pas vu. Ils ne se sont pas rencontrés. Et comment il peut dire que les gendarmes qui étaient au stade, c'est le colonel qui leur a donné des ordres? Mais ce n'est pas possible, ça. Des questions également sur la planification. Au niveau des services spéciaux, on est allé jusqu'à dire que c'est le colonel, un ministre de son État, qui procède à la planification au niveau de ce service des patrouilles. Un ministre. Si on ne veut pas rabaisser l'institution. Mais c'était bien structuré, hein? M. Sori Kondé a été très clair ici, c'est un témoin, un autre témoin direct. Il a déposé en ces termes. La planification avait été faite par le coordinateur Oyamo et non par le colonel. Ce n'est pas le colonel qui m'a instruit d'aller au stade. Je me suis rendu au stade sur la base de la planification du jour du capitaine Oyamo. Mais ça, c'est un témoin direct. Ce qui est ahurissant et qui donne des larmes, mais pas de crocodile. Et quand on raconte que le colonel n'a pas eu de remords, n'a pas eu de compassion, on l'a dit ici, pour les victimes. C'est révoltant. C'est révoltant. C'est là où, c'est à ce niveau que je parlais d'acharnement. Mais c'est un acharnement. Un croyant, je dis bien, ne devrait pas distiller de telles contre-vérités. Non. Ce n'est pas possible. C'est en 2022 là, il était à la barre ici. Ce n'est pas possible là. Lorsque le colonel a été appelé ici, les images sont encore là, pour son interrogatoire, le colonel, après avoir remercié le tribunal, a rendu hommage à Dieu, le Tout-Puissant, de le garder son souffle après 13 ans d'accusation.
C'est ce que mon confrère Yaramonse vient de rappeler. Il a toujours voulu que ce procès se tienne. Il m'a talonné comme ça tous les jours. Il a également remercié certaines personnes et certaines personnalités, dont sa mère et le président de la transition. Il a remercié. Avant de déclarer ceci, c'est encore consigné dans le plumitif ici. Il dit, Monsieur le Président, aujourd'hui est un grand jour. C'est pourquoi, avant de parler des événements du 28 septembre, je voudrais très sincèrement adresser mes condoléances les plus émues aux familles éplorées des victimes de ces événements malheureux. Je dis exactement ce qu'il a dit. Que la terre de cette nation leur soit légère. Ce qui m'amène à dire qu'aucun citoyen n'a le droit de donner la mort à autrui.